Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Pros de l'Écho. Une émission assez spéciale ce soir, forcé de le constater, car l'Algérie abrite le 31e sommet arabe. Un sommet qui revêt un caractère crucial au vu des nombreux enjeux auxquels fait face cette région du monde. Des transformations donc à foison et à tous les niveaux, notamment en économie. Depuis Alger, les pays arabes sont appelés à prendre leur destin en main et assumer leur positionnement désormais stratégique dans de nombreux secteurs sur lesquels ils ont toutes les cartes en main, ou presque. Je veux bien entendu parler de l'énergie, de la sécurité alimentaire, des investissements, mais également de la coopération pan-arabe, censée être portée à bout de bras par la grande zone arabe de libre-échange dont elle serait le fer de lance. Un mécanisme donc resté quelque peu dans l'ombre des enjeux économiques au sein de cette région du monde. Mais ce soir, les pros de l'écho s'emparent du dossier. La grande zone arabe de libre-échange donc, ou la GEZAL, nous allons en parler tout au long de cette émission avec nos trois experts que je vais m'empresser de vous présenter. Abdelaziz Boucha, vous êtes sous-directeur de la grande zone arabe de libre-échange au sein du ministère du Commerce. Bienvenue. Merci. Rassim Benradem, vous êtes expert économique, mais également l'heureux fondateur et organisateur de l'événement Algeria Investment Conference. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et nous aurons également depuis Marseille en direct par Skype notre expert maison et enseignant d'économie à l'université Aix-Marseille, Nazim Sini. Bonsoir et bienvenue, merci de nous rejoindre. Bonsoir, merci pour votre invitation. Très bien, mais avant d'aller plus loin dans les débats, jetons un petit coup d'œil sur l'historique justement de la GEZAL. Le débat est donc ouvert et nous allons commencer de suite avec vous, Monsieur Boucha. Commençons justement avec une question primordiale. Quels sont le rôle et la mission de la GEZAL et quelles sont ses principales caractéristiques? Merci, bien le bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur de présenter le secteur du commerce. Mais avant tout, je tiens à exprimer mon souhait pour que le sommet arabe qui se déroule en ces temps, je tiens à souhaiter la réussite de ce sommet arabe qui va jouer un très grand rôle, surtout dans l'avenir et les échanges intra-arabes. Bon, commençons par, premièrement, pour ce qui est de la GEZAL. C'était un documentaire très illustrant. J'ajouterai une chose, que l'objectif principal de cette grande zone arabe de libre-échange est un marché commun arabe, c'est-à-dire 18 pays arabes qui ont signé la convention, qui ont ratifié, qui appliquent le programme exécutif qui est une deuxième étape de la réalisation de cette GEZAL.
à part la Mauritanie, comme vous l'avez bien indiqué. Oui. C'est un espace économique qui renferme 400 millions de consommateurs, avec 18 pays qui regorgent de moyens et de capacités et de potentialités, alors là, humaines, financières, naturelles, minières. Donc on voit à peu près le marché que va générer cet exal. Mais toujours est-il, il faut passer avant, c'est-à-dire la première étape, c'est la grande zone arabe de libre-échange, c'est-à-dire un marché ou les 10 pays où tout produit censé être arabe circule et s'échange en toute franchise. Et en toute transparence. Et en toute transparence. Quand on dit transparence, on fait référence aux règles d'origine. Exactement. Et aux normes et aux standards. Exactement. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, ça sera une union douanière pour arriver à un marché arabe commun. C'est l'objectif principal de la GESAL. La GESAL, c'est quoi? C'est un espace arabe où, comme on a dit, les produits arabes s'échangent en toute franchise. C'est-à-dire que et sans qu'il y ait des obstacles. Sans qu'il y ait des obstacles, des barrières non tarifaires. Ça a commencé en 1977, comme vous l'avez bien précis. J'ajouterai deux choses. Que ce travail est fait au niveau d'un habitacle qui s'appelle Beit al-Arab, c'est le CES, c'est le Conseil économique et social. Oui. C'est le troisième organisme qui existe au niveau de la Ligue arabe. Parce que la Ligue arabe, il faut le préciser, c'est le sommet, le Conseil des chefs d'État. Et dans la réunion au niveau des hauts responsables a eu lieu aujourd'hui à Alger, rappelons-le. Oui, on a discuté de tout ce qui est le progrès ou Vous y étiez présent d'ailleurs Oui, progrès de la GESAL, où on est les obstacles que rencontrent les pays arabes dans leurs échanges, pas mal de comment booster cette zone. Le deuxième, c'est le Conseil des ministères des Affaires étrangères qui est un organe. Le troisième, les pays arabes, à travers la Ligue, ont créé ce qu'on appelle un CES, un Conseil économique et social, qui fait en sorte de superviser et de suivre tout ce qui est action économique et sociale arabe. C'est-à-dire c'est lui qui a poussé à signer cette convention que vous avez citée, convention de facilitation et développement des échanges, qui est un cadre juridique. Exactement. Et après qu'il a c'est-à-dire fait voir ses limites, il a procédé, après 5 ans, 6 ans, le Conseil économique et social a procédé à ce qu'on appelle un texte d'application qui s'appelle le programme exécutif, qui était transparent, qui a montré comment les échanges se passeront et avec toute transparence. Pour l'instant, on a réussi, à travers le Conseil économique et social, à instaurer ce qu'on appelle les règles d'origine. Parce que quand on dit libre les échanges, ça ne veut pas dire il y a des standards, il y a des normes. Oui. La majorité de ces pays, ces 18 pays, sont des pays qui ont adhéré à l'OMC, qui ont des traités, des conventions avec les pays du monde. Donc, c'est-à-dire, ils ont des normes, ils ont des standards, ils ont même des organes qui protègent leurs consommateurs. Reste que les règles d'origine sont un facteur très, très sensible pour lequel on a mis 20 ans et plus de 30 réunions pour arriver à savoir comment conférer l'origine arabe à un produit pour qu'il soit échangé avec franchise. C'est la pierre d'achoppement qui a fait reculer un petit peu, ou là, qui a fait peut-être retardé. Très bien. C'est pour ça que l'Algérie tenait toujours à ce qu'on adopte, ce qu'on appelle le critère de la transformation suffisante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler à ramener des produits d'Asie et de parties et de conditionner. Après, on va faire du... Très bien. Très bien, Monsieur Boucha. On va revenir sur toutes ces questions d'ailleurs justement et tous ces détails, puisque vous étiez présent justement aujourd'hui à la première réunion du CES consacrée aux responsables, comme on l'a souligné. Nazim Sini, faisons un tout petit peu de pédagogie avec vous, vous qui êtes professeur agrégé d'économie. Avant d'aller plus loin, en économie, à quoi renvoie l'existence justement d'une zone de libre-échange commune à plusieurs pays ?
Alors juste pour rappel des faits et quelques chiffres, comme vient de le dire votre invité sur le plateau, donc la GESAL, donc la grande zone de libre-échange arabe, c'est 440 millions d'habitants. Oui. De consommateurs potentiels. Il représente les pays qui composent la GESAL environ 2500 milliards de dollars de PIB, ce équivaut à quelque chose près au PIB de la France. Donc c'est pour vous montrer la puissance économique d'une telle zone. Et en fait, une zone de libre-échange, c'est la permission en fait à des produits qui puissent circuler librement, bien évidemment de manière contrôlée, entre l'ensemble des pays qui organisés également. Exactement, organisé aussi. C'est aussi, au-delà de la circulation de la marchandise, c'est la libre circulation, pardon, des capitaux. Oui. Ça aussi, on n'en parle pas assez souvent. C'est important de se dire que dans une zone de libre-échange, il faut que l'on ait la circulation des marchandises, mais aussi des capitaux, pour permettre à ce que l'ensemble d'une région puisse s'intégrer, puisse coopérer ensemble et créer ce qu'on appelle un marché commun dans le but d'avoir une prospérité et surtout un développement économique on va dire commun et surtout coordonné. Et l'avantage de cette zone de libre-échange, c'est qu'elle va permettre aussi des échanges de production et des coopérations un peu plus renforcées à l'heure aujourd'hui des restrictions budgétaires, à l'heure aussi des problèmes énergétiques. Oui. En Europe, etc. Donc ça offre des possibilités extraordinaires à l'ensemble des pays arabes pour commercer entre eux et assurer leur développement économique. Très bien, Nazim Sini. Rassim Benranem, nous en arrivons donc à vous. Généralement, lorsqu'on parle de zone de libre-échange, l'on parle d'intégration économique au niveau des chaînes de valeur sans que les douanes n'aient à intervenir, c'est bien clair. Cela devrait donc drainer davantage d'échanges. Est-ce que cette intégration existe réellement dans la zone qui nous intéresse ou est-ce le moment justement de l'activer ? En vrai, ces pratiques d'intégration dépendent évidemment des règles d'origine. Oui. C'était évidemment le socle même de la mise en application de la GESAL. Les pays arabes ont des économies différentes, donc des particularités et des avantages comparatifs assez distincts par moment. Et l'Algérie était parmi ceux qui ont défendu en premier ces taux d'intégration. Il y avait, quand les listes des produits ont été ouverts, l'Algérie, à un moment donné, avait stoppé quelques produits qui, comme disait M. Bacha, venaient d'Asie, étaient peut-être mis en packaging et étaient considérés comme activité de libre-échange. Pas très concurrentiel, pas très du tout. compétitif. C'est-à-dire, le taux d'intégration de ces produits était tellement marginal qu'on ne pouvait pas les considérer comme. Par contre, aujourd'hui, on voit que des producteurs algériens exportent, par exemple, en Libye du fil, au Qatar du tapis. Pourquoi ? Parce que le taux d'intégration est considéré comme produit algérien et l'avantage comparatif qu'offrent ces abattements tarifaires douaniers font que les produits arabes deviennent considérés. Exactement. Et donc, en vrai, le but, c'est de sensibiliser au maximum que l'intégration ou les taux d'intégration, plus ils sont élevés, plus ça permet une libre circulation des produits et services assez rapidement dans la région. Et c'est un facteur de développement par pays. Donc aujourd'hui, c'est peut-être le sommet de la Ligue aujourd'hui, au-delà d'être politique et de stabilité. Il a un chapitre économique et ce qui est extraordinaire, c'est le développement économique est un des facteurs de stabilité régionale. Et je pense que ce leadership qu'est en train de mener l'Algérie est de sensibiliser qu'aujourd'hui on peut constituer un bloc économique assez important dans la région. Très bien, c'est un peu plus clair, Rassim Benranem. Monsieur Boucha, quels sont les principaux produits justement qui circulent essentiellement au sein de la GESAL et quels sont les avantages fiscaux dont ils font l'objet et quels sont les principaux avantages que ces pays tirent de ces produits justement ? En plus de ce que mes amis ont suggéré, pour les produits échangés dans les pays arabes, c'est les produits généralement où ces pays ont un avantage comparatif. Oui. Mais c'est surtout, c'est pas des produits où il y a, comme il vient de dire, où il y a une échelle de valeur, et une localisation de pays en pays, de la sous-traitance. Chaque pays a ses caractéristiques peut-être. Par exemple, l'Algérie, toujours est-il, 80% de ces exportations étaient des combustibles, des produits chimiques et inorganiques, du sucre, des sucreries, des machines.
C'est-à-dire, c'est des créneaux où l'Algérie peut. Pour les pays de Golfe, comme vient de le citer Sibn Ghanem, c'est surtout les choses qui sont pas vraiment, qui ne demandent pas trop d'intégration ou trop de technique, à part les hydrocarbures ou tout ce qui est produits chimiques, les dérivés de pétrole. Les autres pays, l'Égypte, ils ont c'est-à-dire ce qu'on appelle des productions manufacturières plus ou moins développées et qui peuvent notamment dans le secteur du BTP, par exemple, l'agriculture aussi, pas mal de par exemple l'Égypte, on exporte de l'Égypte tout ce qui est aluminium, tout ce qui est fonte, tout ce qui est fer, tout ce qui est pas mal de choses. Ciment, c'est-à-dire entre nous, l'Algérie et l'Arabie Saoudite et l'Égypte, il y a des échanges vraiment intéressants. Les chiffres le montrent. Les chiffres le montrent. Et chaque année, surtout ces derniers temps avec l'Égypte, où l'aluminium, l'acier, la fonte, c'est des choses. Est-ce qu'on importe par exemple du coton de l'Égypte? Sachant que l'Égypte est un gros producteur de coton, est-ce qu'on importe des oranges, par exemple, sachant aussi que l'Égypte… Oui, de temps à autre, mais ça obéit à des critères, à des saisons. C'est-à-dire, chaque pays, comme l'a si bien dit, cherche à… Les pays arabes restent encore sur… Ils essaient toujours de protéger leur production, alors, ils font en sorte que… il essaye de minimiser au maximum leurs importations, en instaurant même des barrières à travers l'Algérie. Pour votre information, peut pratiquer une liste négative pendant 10 ans. Pour cause de règles d'origine non suspendues qui n'ont pas été adoptées ou arrêtées, cause de non-transparence dans les échanges. C'est-à-dire, il fallait donner un signal fort aux pays arabes et surtout les pays de Golfe qu'il faut vraiment penser complémentarité, qu'il faut penser production et non comme le pensent les pays de Golfe, c'est-à-dire ils pensent surtout, c'est des pays marchands qui veulent gonfler leur volume d'exportation plus que de chercher des compléments. De manière artificielle. C'est tout ça. Très bien. Vous tendez une perche justement à Nazim Sini. Nazim Sini, la GESAL est formée justement par 2 blocs de pays qui ont des caractéristiques économiques quelque peu distinctes. Monsieur Boucha vient de le préciser, de le souligner. Les pays du Golfe, par exemple, sont sur un modèle libéral de croissance très rapide, soutenu par l'apport des hydrocarbures, et des pays principalement nord-africains avec un modèle beaucoup plus keynésien. Autrement dit, des pays qui ont la capacité d'investir d'un côté et d'autre de produire. N'est-ce pas là justement une forme de complémentarité qui devrait les aider à atteindre une intégration devenue, pour certains experts, inéluctable selon eux justement? Vous faites très bien de le souligner. En fait, si vous voulez, on a l'impression que ces 2 blocs que vous venez de citer se livrent une concurrence plutôt qu'une coopération et un partenariat. Et c'est pour ça que je pense que cette zone de libre-échange, si elle vraiment on veut qu'elle réussisse, il faut qu'il y ait une impulsion très forte de nos politiques commerciales, de nos politiques aussi gouvernementales. Et le sommet arabe qui va avoir lieu à Alger va… Et la parfaite occasion. Exactement, de rassembler l'ensemble de ces pays-là autour d'un projet commun qui serait bénéfique à l'ensemble des populations, comme je vous l'ai dit, de 440 millions d'habitants. Oui. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'au-delà de cette zone de libre-échange, ces pays-là se livrent aussi une bataille commerciale à l'extérieur de leurs frontières, notamment pour se disputer des marchés en Europe, en Asie ou même en Afrique. Ou en Afrique aussi, surtout en Afrique, effectivement. Mais même, on commence à regarder du côté de l'Ouest, américain, Canada et Amérique latine. Mais l'Afrique est le champ de bataille, si je peux me permettre cette expression, de ces 2 blocs-là. Donc c'est pour ça qu'il est impératif de remettre l'ensemble de ces acteurs économiques et de ces pays autour d'une table. Le sommet arabe en sera la parfaite occasion pour leur expliquer vraiment les intérêts majeurs et surtout l'intérêt de travailler ensemble pour la réussite du développement économique qui concerne toute une région et sur votre plateau ça a été dit, pour pacifier aussi une région. Vous savez, le développement économique c'est un préalable à la sécurité, à la stabilité. Et c'est un point essentiel que vous soulignez là.
Bien sûr, tout à fait. Donc c'est pour ça que si on veut l'essor de nos économies, la stabilité et le développement économique et social, la pérennité aussi de nos modèles de développement et aussi, j'allais vous dire, la prospérité de nos citoyens, ça passe par une coopération accrue et intégrée. C'est surtout ça, c'est Oui, cette c'est forme cette intégration. voilà, cette forme d'intégration et de coopération vraiment très forte, à l'image de l'Union européenne. On peut critiquer l'Union européenne et sa zone euro, mais par contre, La communauté européenne fonctionne. Exactement. S'il y a bien une chose qu'ils ont réussi, c'est qu'ils ont créé une zone de libre-échange parfaitement compacte qui aujourd'hui représente, en termes de richesse, la deuxième puissance économique après les États-Unis. Très bien, et justement, nous allons y venir à ce parallèle que vous faites entre la GESAL et la CE, la Communauté européenne, comme système économique et commercial intégré. Alors, Sim Benranem, j'ai envie de vous poser un peu la même question, ces deux blocs justement assez distincts, mais qui justement montrent des caractéristiques qui pourraient soutenir un modèle intégré, voire un modèle de complémentarité. Totalement. En vrai, c'est deux blocs totalement distincts parce qu'en fait, on a deux... Je disais, les caractéristiques étaient différentes. Là, le bloc de l'Est, des pays de Golfe, sont plutôt capitalistiques et ils sont basés sur des fonds d'investissement. Oui. Donc, ils sont sur des placements d'achat de participation, etc. et de trading international. Le côté Afrique du Nord, Maghreb, sont plutôt des pays où les populations sont plus importantes. Donc, partant d'Égypte vers tout le Maghreb, on est des pays où les transferts sociaux sont importants par moment, donc la nécessité de... C'est ce modèle un peu keynésien dont je parlais justement. Tout à fait. Donc aujourd'hui, par contre, il y a des modèles qui ont réussi. On voit les Qataris qui ont investi en Algérie, que ce soit dans la sidérurgie, que ce soit dans la construction ou les télécoms. Également les infrastructures. Absolument, les Égyptiens dans la câblerie, etc. Par contre, les avantages, c'est qu'aujourd'hui, si on prend le cas de l'Algérie, la colocalisation ou les alliances industrielles vont permettre, de profiter à toute la zone arabe en termes d'amélioration de la production, de coûts, etc. Mais y compris de dynamisme économique. Totalement. Mais aussi, l'Algérie est aussi ce point de relais pour être un corridor vers un continent africain. Donc aujourd'hui, si vous voulez, cette colocalisation sur l'Algérie va permettre une libre circulation sur une zone arabe. Mais à partir de l'Algérie, ces mêmes productions peuvent circuler sur un continent qui est l'Afrique. Donc aujourd'hui, c'est 400 millions plus 1,2 milliard d'habitants. Ça fait un bloc. Donc on en revient à cet aspect-là de hub économique et commercial que représente l'Algérie aujourd'hui. Tout à fait. Et dans un intérêt gagnant-gagnant. Donc c'est une optique, non pas égoïste, mais c'est une optique de promotion du développement régional qui est aujourd'hui la question de la semaine, qui est la zone arabe de libre-échange et le sommet de la Ligue arabe. Et c'est cela donc tout le sens de l'intégration et de la complémentarité économique. Vous faites bien de le souligner, Rassim Benranem. Abdelaziz Boucha, j'aimerais parler un peu de l'Algérie. 4,7 milliards de dollars d'échanges annuels en moyenne entre l'Algérie et les pays arabes depuis que notre pays a adhéré à la GESAL en 2009. Entre 2009 et 2021, la valeur moyenne des exportations a dépassé les 3,3 milliards de dollars par an, soit 6% de la valeur globale des exportations commerciales algériennes vers le monde au cours de la même période. Est-ce qu'on doit en conclure que la GESAL est finalement un système qui fonctionne et qui arrive à booster les échanges commerciaux pan-arabes? Oui et non. Oui, on considère que l'Algérie est le dernier pays qui a rejoint la GESAL en 2009. Oui. C'était l'année la plus faible pour les échanges. Mais il suffit qu'en 2013, on a eu même une balance positive pour plus de 700 millions de dollars. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Pour le reste des années, on a eu une balance un peu déficitaire. Mais toujours est-il, il faut préciser une chose. Parce que j'ajouterai à ce que mes collègues ont déjà, je lance même un appel. L'Afrique et les pays arabes sont notre prolongement historique et stratégique. Qu'on le veuille ou non, c'est notre avenir. Et c'est le président Abdelmadjid Tebboune qui l'a rappelé récemment. Il faut essayer de se repositionner parce que essayer de placer des produits en Europe, c'est vraiment... Donc, il faut faire tout pour réussir ces deux blocs, le bloc arabe et le bloc africain. Notons une chose,
que 9 pays arabes sont des pays africains. Que la ZLECAf est en train de s'instaurer et qu'elle est un deuxième. Elle va offrir beaucoup plus que ce que la GESAL offre. Oui. C'est-à-dire qu'on va traiter avec les 9 pays arabes, on va traiter avec eux comme des pays africains. Oui. Parce que les échanges sont plus ouverts et touchent beaucoup de volets, c'est-à-dire même la propriété intellectuelle, même les investissements, même, c'est-à-dire que si, je dis bien, si les Arabes ou si la Ligue arabe, à travers le CES, ne récupèrent pas de leur retard ou essayent de faire de leur mieux, beaucoup de groupements régionaux vont prendre le dessus et l'Algérie va se tourner peut-être vers l'Afrique plus que vers les pays arabes qui sont pas africains, surtout les pays de Golfe. Oui. Pour ce qui est des statistiques, malgré qu'ils ne sont pas vraiment... Nos statistiques, si on les prend, il faut être... C'est 80% avec les pays du Maghreb. Oui. Maroc, Tunisie, Libye, Égypte. Oui. Ce qui est déjà pas mal. 30-40% du coût de l'exportation, vous savez, c'est le transport. Oui. Donc c'est notre prolongement et c'est notre... c'est-à-dire essayer de réfléchir à conquérir d'autres marchés. C'est bien, mais il faut vraiment avoir une vision et une stratégie à long terme. C'est ce que l'Algérie a essayé de faire ces derniers temps à travers la SNE, la stratégie nationale d'exportation. Exactement. Où on a délimité un planning via les années, via quelques créneaux qui sont vraiment porteurs, tels que les médicaments, c'est-à-dire on essaye de tracer une feuille de route bien précise et vers l'Afrique et vers les pays arabes pour au moins c'est-à-dire pérenniser les échanges. Oui. Parce que exporter cette année et ne pas exporter la deuxième année, c'est pas vraiment... Donc, on va essayer de tracer... Cibler plus de régularité dans les échanges. Surtout. Donc, il faut que la Ligue arabe, par-dessus le CES, opte pour des nouvelles mécanismes. Est-ce que cette problématique sera demain prise à bras-le-corps lors de la réunion du CES au niveau des ministres? Pour vous éclairer, chaque sommet au niveau des chefs d'État, oui. Le CES ou le secrétariat de la Ligue arabe présente ce qu'on appelle un rapport détaillé de tout ce qu'on appelle ce qui s'est passé pour la GESAL, surtout les barrières non tarifaires, surtout les pays qui ont avec même des noms. On cite donc des noms. Auparavant, on était un peu sensible pour les noms, mais donc on cite des noms pour que les pays arabes, c'est-à-dire les politiques, prennent des décisions fermes pour essayer d'écarter les barrières non tarifaires, tout ce qui pose peut-être problème qui retarde. Très bien. Très bien. Nazim Sini, justement, tout le monde s'accorde plus ou moins à dire qu'il faut un prolongement économique à la relation qu'ont les pays arabes entre eux et qui, comme le démontre l'histoire, a été davantage axé sur le politique. Sans aller justement, et vous en parliez il y a de cela un tout petit moment, sans aller jusqu'à copier les modèles existants, comme l'Europe par exemple, a-t-on aujourd'hui besoin d'une espèce de construction arabe dédiée à l'économie, toute proportion gardée bien sûr, notamment dans les secteurs clés, et ce afin de pouvoir continuer à exister sur l'échiquier économique international? Qu'en pensez-vous? Je vais vous dire, c'est une nécessité et même une obligation. Vous savez, aujourd'hui, le monde est composé en blocs. Vous avez le bloc européen, le bloc américain, le bloc chinois, et il faut absolument que l'on crée un bloc arabe. Parce que, vous le savez bien, nous partageons une culture commune, une langue commune, une religion commune, et nous avons des intérêts communs. Et ces éléments-là rassemblés ensemble font que nous devons absolument, pour peser justement de tout notre poids sur l'échiquier mondial, être une zone compacte, une zone unifiée qui va pouvoir défendre non seulement ses intérêts à l'intérieur de cette zone, mais aussi à l'extérieur de nos frontières. Donc c'est pour ça que pour moi, ce n'est même pas une question à se poser, c'est une évidence que les pays arabes doivent travailler ensemble et je trouve que même la GESAL est encore très loin de son potentiel véritable. Vous savez, les trois locomotives que sont de la GESAL, c'est l'Algérie, l'Arabie Saoudite et l'Égypte.
Moi, j'aimerais voir plus de pays s'accrocher à cette locomotive et tirer la croissance de la région. Parce qu'encore une fois, il en va de la stabilité de tout le pourtour méditerranéen, de la frontière atlantique jusqu'à la péninsule arabique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces pays-là, surtout dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques… Justement, Nazim Sini, permettez-moi une question subsidiaire. Est-ce que les nouveaux enjeux, justement, ces enjeux que vous pointez du doigt, sont une chance pour la GESAL ? Ah mais carrément, en fait, ils rabattent les cartes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une chance de peser de tout votre poids et surtout de venir concurrencer et être un peu plus, j'allais dire, crédible aux yeux des géants mondiaux que sont la Chine, les États-Unis ou encore le bloc européen. Et aussi, vous avez très bien remarqué qu'on est rentré dans une phase de protectionnisme, d'individualisme, où chaque continent, où chaque pays va vouloir défendre ses intérêts stratégiques. Aujourd'hui, il faut que les pays arabes arrêtent d'être naïfs en pensant qu'ils peuvent réaliser une coopération avec des pays extérieurs sans qu'il y ait des sacrifices à faire. Aujourd'hui, il faut que l'on soit un bloc commun, comme je le disais, et surtout qu'on puisse défendre ensemble d'une seule voix les intérêts de cette zone arabe. Pour la prospérité de l'ensemble de nos pays, mais aussi pour assurer notre développement économique. Très bien. Et je passe en transition à Rassim Benranem. Aujourd'hui, en économie, vous le savez mieux que quiconque, tout est question de compétitivité, y compris entre les pays arabes. Est-ce que justement une intégration au niveau des marchés est-elle nécessaire aux entreprises arabes pour pouvoir résister à la concurrence étrangère ? Absolument. C'est vraiment la question vient en continuité à ce que disait Nazim. Aujourd'hui, on est sur une phase historique. C'est qu'aujourd'hui, la donne politique, les enjeux ont fait qu'aujourd'hui, les coûts énergétiques ont balancé ou peut-être créé des déséquilibres en faveur des producteurs et des détenteurs de ressources naturelles. Et il faudrait qu'on se positionne avec une mémoire qui ne soit pas courte. C'est que ces situations économiques, s'il suffit qu'il y ait un crash pétrolier ou un crash boursier, financier, que les pays peuvent être déstabilisés. C'est peut-être l'occasion où nous, pays arabes détenteurs de matières premières, commençons à réfléchir à valoriser nos matières premières, dérivées d'hydrocarbures pour des polymères, aujourd'hui intrants dans pratiquement toutes les productions, agriculture, l'espace Afrique du Nord, Soudan, Égypte, ont des terres assez fertiles. Exactement. On est producteurs de fertilisants. Donc aujourd'hui, c'est peut-être être conscient de l'enjeu et du poids qu'on pourrait tous, comme un bloc uni, faire changer la donne vis-à-vis des économies internationales. Donc aujourd'hui, cette intégration doit être prise en considération avec des objectifs bien tracés, avec des priorités par filière. Aujourd'hui, la région est productrice de produits pharmaceutiques, leader entre évidemment l'Algérie et l'Égypte. On est producteur de sidérurgie, on est producteur en vrai de beaucoup de produits. Par contre, on n'a pas valorisé les filières. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de s'assurer de C'est un problème d'écosystème, de chaîne de valeur ? En vrai, c'est un problème d'étude des besoins, de cartographie économique. Qu'est-ce qu'on consomme le plus ? Qu'est-ce qu'on pourrait manufacturer ? Et qu'est-ce qu'on pourrait manufacturer à des fins d'exportation ? Donc, toute cette analyse devrait… Il faudrait faire un peu d'intelligence économique. Absolument, créer peut-être l'Observatoire arabe d'économie, donc pour faire de la prospective, faire des analyses de nos bilans. On a vu un peu ce que consomment les zones arabes. Aujourd'hui, il faut peut-être se poser et dire, voilà, chapitre par chapitre économique, qu'est-ce que nous, en qualité de pays, on parle de un PIB de plus de 2000 milliards de dollars. Il y a matière à faire et je pense que le défi peut s'inscrire sur le moyen et le long terme, je dirais. Très bien. Abdelaziz Boucha, on est d'accord, le monde est de plus en plus globalisé, les marchés également, et vous le disiez tantôt, il faut aller vers la création d'un marché commun arabe. Est-ce que c'est la mission aujourd'hui principale que doit se donner la Ligue arabe, et notamment lors de ce sommet d'Alger ? Absolument, absolument. J'ajouterai du point ce que mes collègues ont rappelé. Surtout le rôle du privé, parce que au niveau de la Ligue arabe, il faut savoir que
tous ces efforts sont canalisés dans ce qu'on appelle, la Ligue arabe, le CES. Le CES, c'est le Conseil économique et social. Oui. Il s'occupe de tout ce qui est social et économique dans les pays arabes. C'est-à-dire chaque pays, chaque volet, on a même des conseils ministériels de l'eau, de l'économie. C'est-à-dire que au niveau de la Ligue arabe, pour l'instant, je participe fréquemment aux travaux de ce conseil. Ce conseil se démembrera en comité spécialisé technique. Des règles d'origine jusqu'au dumping, jusqu'à la propriété intellectuelle. Pour l'instant, l'Axal manque de 3 à 4 textes qui régissent un peu le commerce mondial, tels que la propriété intellectuelle, tels que la concurrence, tels que l'anti-dumping, tels que, malgré que beaucoup de pays arabes sont membres de l'OMC. Oui. Mais le cadre, pour l'instant, au niveau de la GESAL n'est pas encore, c'est-à-dire complet. Oui. Et on arrive à compléter ces volets, on peut, c'est-à-dire espérer beaucoup de choses. J'ajouterai une seule chose, parce que M. Sini l'a bien indiqué, à l'instant même, il y a une convention arabe des investissements qui se prépare, version 4 ou 5. En plus de ce que l'Algérie a accompli ces derniers temps en matière d'investissement, les pays arabes essayent d'élaborer une sorte de convention arabe de transfert et de circulation de capitaux entre les pays arabes. Il y avait une convention ancienne, mais qui posait problème. Ils vont essayer de faire de leur mieux pour atteindre, c'est-à-dire le maximum de chances et de possibilités offertes aux pays arabes pour que, au moins, cette circulation des capitaux soit fluide et soit c'est-à-dire plus grande qu'elle est. Parce que les pays de Golfe veulent investir dans nos pays. Ils ont les capitaux nécessaires. Mais ils veulent avoir l'environnement, ils veulent avoir tout même dans ce volet, les pays arabes essayent d'élaborer ou de terminer d'ici la fin de l'année une convention qui va traiter de la circulation des capitaux dans les pays arabes. Très bien. Qui va booster vraiment l'investissement dans les pays arabes. Très bien. Merci. Nazim Sini, beaucoup de pays justement arabes sont victimes de ce qu'on appelle le syndrome hollandais et ont du mal à réduire leurs importations, notamment ce qui concerne les matières premières et les produits manufacturés. Et l'on parle toujours pas de colocalisation pan-arabe. Rassim Benranem est le premier sur ce plateau à en avoir parlé. Donc, pourquoi pas importer entre pays arabes justement à des tarifs préférentiels? Qu'en pensez-vous? Oui, vous l'avez dit en filigrane sur votre plateau, c'est qu'aujourd'hui, la vraie force de cette zone de libre-échange, c'est la complémentarité et la coopération intersectorielle. C'est-à-dire que, par exemple, des pays qui ont de la matière première peuvent l'échanger contre des pays qui ont un savoir-faire ou une technicité dans le milieu industriel. Mais moi, je voulais aller même plus loin. J'allais vous dire, vous savez, j'ai l'impression que l'ensemble de nos pays arabes ont légèrement raté le virage de l'industrie, le virage industriel. Il faut surtout pas qu'elle rate les 2 prochains virages que seront le virage du numérique et surtout celui de la transition énergétique. Et là, je pense que nos pays... Alors, juste pour rappel, le CES, justement, inscrit aujourd'hui les défis donc de l'économie numérique dans même donc l'ordre du jour qui sera tenu et débattu demain lors de la réunion du CES au niveau des ministres. Voilà. Tout à fait. Mais c'est très important et c'est même formidable qu'ils en aient parlé parce qu'aujourd'hui, l'économie de demain, c'est l'économie numérique. Vous le voyez aujourd'hui, les géants mondiaux, ce sont eux qui dirigent le monde. Les multinationales aujourd'hui qui pèsent de tout leur poids en termes de chiffre d'affaires et de valorisation boursière, ce sont les géants du numérique. Et il faudrait que nos pays arabes puissent aussi collaborer ensemble, investir massivement dans la recherche et développement. On fait partie des zones du monde qui investit le moins en R&D en termes de PIB. Recherche et développement, oui.
recherche et développement en pourcentage de PIB. Et aussi en matière de transition énergétique, qui sera pour le prochain siècle la véritable transition et le véritable virage technologique de demain. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, il faudrait renforcer déjà le taux d'intégration et surtout la coopération industrielle entre pays arabes. L'Algérie a un savoir-faire, l'Égypte aussi, l'Arabie saoudite, et on pourrait hisser l'ensemble de la région vers le haut, parce que vous avez d'autres pays qui n'ont pas la même richesse. En fait, vous avez une zone qui est hétérogène. Vous ne pouvez pas comparer aujourd'hui le PIB de Oman, du Bahreïn, avec celui de l'Égypte ou de l'Algérie. Est-ce que justement la GESAL peut permettre d'aboutir à une espèce de nivellement par le haut? Complètement. Et c'est un peu, je pense, son objectif ultime, c'est d'avoir une sorte d'uniformisation en termes de richesse et de valeur ajoutée. Et c'est pour ça que les pays les plus riches, donc comme je vous l'ai dit, composés par l'Arabie saoudite, les Émirats, l'Égypte, en gros, les pays du Golfe, voilà, les pays du Golfe et aussi les pays du Maghreb ont une véritable responsabilité en la matière. Mais surtout, il faudrait absolument qu'on inscrive dans les prochaines années vraiment l'économie numérique, la transition énergétique et tout ce qui est économie circulaire aussi, parce que c'est véritablement le vrai virage qu'il ne faudra pas rater pour les prochaines décennies. Très bien, Nazim Sieni. Rassim Benranem, parlons un tout petit peu, peut-être pour clore cette émission de l'investissement. Vous organisez les 9 et 10 novembre prochains l'Algeria Investment Conference. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Mais justement, en ce qui concerne l'investissement pan-arabe, quels sont les échos que vous avez lors de vos discussions avec les différents responsables et les différents groupes d'hommes d'affaires des pays arabes? Tout à fait. Aujourd'hui, réellement, avec le nouveau code de l'investissement qui tombe vraiment à un pic avec la création du guichet unique de l'agence de promotion des investissements, on part sur une seconde édition où l'Algérie est totalement prête à aller de l'avant en matière d'attractivité. Durant les quelques mois de travail, de visite, notamment au niveau des représentations économiques, on a des Émiratis qui veulent être là, des Qataris, des Égyptiens, des Syriens, si on veut dire, qui ont réellement cette volonté de venir. L'Algérie a plus d'un point des atouts d'attractivité et qui sont inéluctables. Donc aujourd'hui, on est le pays qui offre cette ressource naturelle, ces capacités énergétiques, cette qualification de la main-d'œuvre et évidemment cette porte vers différents pays de la région. Donc, évidemment, on a fait la tournée, mais aussi on a sensibilisé sur un point qui est important. Si vous voulez, on veut drainer, mais on veut plus particulièrement, comme l'a voulu le slogan du sommet, c'est de ressouder un petit peu les... Aujourd'hui... L'Amsheml en arabe. L'Amsheml. Aujourd'hui, il faudrait qu'on ait ce sentiment d'appartenance à un bloc arabe uni. C'est vraiment ce sacrifice au-delà des aspects économiques qui vont pousser en aspect solidaire le développement d'une région. Donc évidemment, on vient en plateforme économique de réflexion sur des sujets multisectoriels. On parle d'énergie, on parle de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire avec la production pharmaceutique et on parle évidemment de transition énergétique et de transformation numérique. Tous ces chapitres-là, en vrai, tous les pays arabes sont concernés. Mais aujourd'hui, l'Algérie veut évidemment peut-être renouer avec l'international. On a été un peu fermé avec des lois pendant quelques années, légitimes à la protection de notre économie. Là, il y a une maturité du secteur économique public et privé qui est en mesure de s'ouvrir à l'international. Donc, l'événement se veut être un événement évidemment international. Parce qu'il y a les secteurs des mines. Les secteurs des mines intéressent les Canadiens, les Australiens, les Chinois. Donc si on prend d'autres secteurs, c'est des Européens. Et puis évidemment, on a des invités de marque, le président des chambres panafricaines de commerce et d'industrie qui va être présent. Aujourd'hui, si on veut redynamiser, il faut des actions, différentes actions en parallèle, à renouer et à redorer l'image un peu de l'Algérie sur du développement. Très bien. Abdelaziz Boucha, on va finalement conclure avec vous en une minute. La question palestinienne est au cœur justement de ce sommet arabe. En ce qui concerne le volet politique, qu'en est-il du volet économique? Je ne vous cacherai pas que l'Algérie
c'est le seul pays qui accorde une exonération totale pour... C'est bien de le rappeler. Il y a même une décision, c'est-à-dire la décision numéro 200. En plus qu'elle est membre de la GESAL, c'est-à-dire que ces produits... Elle est membre de la GESAL. On a même bilatéralement, on a conclu un article 200 qui zéro tarif. Ils ont tout ce qu'il faut pour investir en Algérie et c'est-à-dire se sentir comme chez leur... C'est la fin des pros de l'écho. Remercions comme il se doit nos invités. Merci d'avoir été présents avec vous. Remercions également comme il se doit nos téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine.